je vous propose de commencer puisque nous avons le quorum. Jean-Paul Jandon présent, Malika Yebri en retard, elle va arriver. Moussa Diarra est présent, Elina Corvin présente, Abdel Sangaré est présente, Françoise Courtin présente. Alexandra Wisniewski va arriver en retard dans le RER. Régis Siltseman est présent, Rick Nicolas est présent. Béatrice Marcussi va arriver en retard. Josiane Carpentier est présente. Maxime Kaladjanian donne un pouvoir à Elina Corvin. Je voudrais avoir qu'on ait une pensée pour Maxime qui vient de perdre son père. Awa Fofana a donné pouvoir à Josiane Carpentier. Thierry Thibault est présent. Sana Seytouli a donné pouvoir à Nadir Gagui. Nadir Gagui va arriver. Keltoum Rojdi est présente. Elle va descendre. Marie Denis est présent, Hervé Chabert est présent, Marie-Françoise Arouet est présente, Rachid Bouch en retard, Claire Beugnot est présente, Nadia Troubissafsaf a donné pouvoir à Marc Denis, Arounadia a donné pouvoir à Souria Lougreb, Anne Levaillant est présente, Souria Lougreb est présente, Sadek Abrous est présent, Moustapha Diouf a donné pouvoir à Keltoum Rojdi, Basitali Mougamadou Bougari a donné pouvoir à Jean-Paul Jandon et Radia Leroux a donné pouvoir à Malika Yebri. Bruno Stary est présent, Cécile Scobar présent, Dominique Lefebvre présent, Joël Motil présent, Thierry Sibieux de... Monsieur le maire, une remarque avant que vous poursuiviez l'appel. Nous avons attiré déjà par 2 fois votre attention sur le fait que les conditions de quorum étaient difficilement réunies. Ce soir encore, sans les élus de notre groupe, le quorum n'est pas réuni pour commencer la séance. C'est la raison pour laquelle aucun des membres de notre groupe ne répondra présent à votre appel, ce qui signifie qu'il n'y a pas de quorum pour commencer cette séance, et donc qu'il faille la reporter. Alors, le quorum est autour de la table, non? On est combien alors? On a le quorum sans les élus de l'opposition. Donc, les élus de l'opposition... Vous êtes 19, il faut être 23 pour atteindre le quorum. Ils ne sont pas présents. Donc ça veut dire que vous quittez la table, c'est ça? Vous quittez la salle. J'essaye de comprendre le... Nous vous confirmons qu'effectivement nous quittons la salle puisqu'il n'y a pas de quorum. D'accord. Bah, quittez la salle dans ces cas-là. On fait pareil. Oui. On a la même remarque, effectivement, puisque là aussi, sont les 4 membres du groupe Sergi Pluriel, il n'y a pas les 23 membres pour tenir ce conseil municipal. Ah, mais c'est une stratégie assez intéressante. Hein. Ce n'est pas une stratégie, c'est juste une réalité politique. Vous avez quelqu'un qui... Vous avez 3 personnes qui sont dans les RERA, en train d'être bloquées. Vous avez quelqu'un qui a perdu son père. Je trouve que c'est extrêmement élégant de partir alors que quelqu'un vient de perdre son père. C'est pour ça que globalement... Oh, c'est honte. Si. Pardon. Oui, allez-y. Pardon. Oui, Joël Motil. Il n'y a pas le quorum, donc de toute façon, par nature, il n'y a pas le quorum là. Indépendamment des arguments que vous venez de donner, il n'y a pas le quorum. Je rappelle que normalement, le quorum, il est atteint par les membres de la majorité réunis en tant que tels. Vous n'avez pas besoin de la pointe des voix de l'opposition pour faire le quorum. Si vous avez besoin des voix de l'opposition pour faire le quorum, c'est qu'il n'y a pas assez de monde présent au même moment dans la majorité. Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Bah là, c'est pas le cas, ils s'en vont. Bah ouais, mais ils disent que c'est tout bord confondu en fait. Non, mais c'est... C'est l'ensemble des élus présents. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et pourquoi le pas? Bon. De
Attendez. Ils ont pas... Si les élus peuvent se mettre autour de la table et s'asseoir, s'il vous plaît. Donc moi, pour l'instant, pour revenir, on va tenir ce conseil municipal, puisque autour de la table de présents, moi j'ai aujourd'hui 24 personnes, puisque 4 personnes qui sont sorties de la salle ont été notées présentes. Donc on est à 24. Ils ont répondu présent, j'aurais dit présent, ils étaient là. Donc on est à 24. Donc je propose dans ces cas-là d'ouvrir ce conseil municipal. Et d'un point de vue démocratique, je regrette véritablement ce genre de politique politicienne qui fait que la démocratie est bafouée. Et tout ça, pour être tout à fait clair, tout ça ne mène pas, je dirais, à une séance qui soit sereine et qui permette derrière à prendre des décisions collectives. Je vois qu'une nouvelle fois, il y a des alliances ici qui m'étonnent de plus en plus.
mais qui révèle bien ce qui est en train de se passer dans ce conseil municipal. Donc, nous pouvons ouvrir la séance. Et donc, à l'ordre du jour, nous avons présentation de l'exposé motif numéro 2 et inscription de la Bastide dans le plan initiative copropriété et reedification des aides apportées par la ville. Et on a également l'exposé sur le centre de santé, voilà, qui sont les deux sujets qui pourront être abordés. Et il y avait deux questions diverses qui ne seront pas abordées puisque finalement l'opposition est partie. Alors, premier point, donc, inscription de la Bastide dans le plan initiative copropriété et reedification des aides apportées par la ville. Le secrétaire de séance est Hervé Chabert. Voilà, on a deux procès-verbaux à approuver. Oui. Est-ce que tu as fini le tour de table d'appel? Ah oui, très juste, très juste. Très juste. Puisque, non, tu as raison. Donc, Thierry Sibieux absent, Tatiana Priez absente, Mohamed Latraoré absent, Réviami absent, Armand Payet absent, Sandra Marta absent, Jacques Vasseur absent, Marie-Nique Pau absent, Mohamed Beril absent, Marie-Isabelle Pomader absent et Jean Mauclerc absent. Voilà, j'ai terminé le tour de table. Oui. J'ajouterai que les personnes qui viennent d'être prononcées absentes ont quitté le Conseil et étaient initialement présentes dans la salle. Et ça a été filmé, bien évidemment. Et donc, s'il y a un recours, de toute façon, il n'y a aucun problème, puisque moi, j'avais noté présent Bruno Staris, Cécile Escobar, Dominique Lefebvre, Joël Motil, qui ont préféré partir. Donc voilà, donc on a bien évidemment le quorum qui est atteint. Voilà. Bah, il faut partir au bon moment. Alors, deux procès-verbaux approuvés. Conseil municipal du 20 décembre 2018. Y a-t-il des commentaires? Pas de commentaires. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Conseil municipal du 21 février 2019. Y a-t-il des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Donc, je propose de passer maintenant la parole à Éric Nicolet sur l'inscription de la Bastide dans le plan initiative copropriété et reedification des aides apportées par la ville. Merci, Monsieur le maire. C'est un dossier symboliquement important pour la ville, sur lequel il nous revient de délibérer ce soir. Et plus que symboliquement, c'est fondamental pour cette ville que d'arriver à tenir son quartier centre de la Bastide. Quartier qui fait l'objet depuis un peu avant les années 2000 du lancement d'une procédure de plan de sauvegarde qui avait été le premier plan de sauvegarde initié en France peu avant les années 2000. J'ajouterai que c'est un de mes premiers souvenirs de réunion publique au gymnase de l'Axe-Majeur, Christiane Ranft, alors en charge du logement, présentait les éléments liés au lancement de ce premier plan de sauvegarde. Nous étions avant l'an 2000. Nous sommes aujourd'hui en 2019. Et nous avons passé, une fois ce premier plan de sauvegarde réalisé, avec des hauts et des bas, mais nous avons passé les 3 ou 4 dernières années qui viennent de s'écouler dans ce mandat à travailler à la mise en place d'un deuxième plan de sauvegarde, ou une deuxième phase, dirons-nous, parce que si on rentre dans le détail, il y a le terme plan de sauvegarde est sans doute impropre. Je préfère parler de deuxième phase de dispositif d'accompagnement extrêmement ambitieux, en partenariat avec une ville qui certes impulse, mais des partenaires qui ont vocation, de par l'enjeu de la maîtrise du logement parmi les plus sociaux de cette ville, de l'engagement, de nos partenaires habituels, que sont l'État, par l'intermédiaire de l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui est la région Île-de-France, qui est le conseil départemental, qui est la communauté d'agglomération. C'est donc l'ensemble de ces acteurs qui, en particulier lorsque nous avions lancé le premier plan de sauvegarde, se sentaient impliqués dans ces démarches et se sont impliqués dans ces démarches. Si nous lançons un deuxième dispositif, qui a donc, je le redis, mis 3-4 ans à incuber, parce que de par la conception initiale, les objectifs, l'obtention des accords divers et variés auprès des bailleurs de fonds, cela prend du temps.
c'est que nous en arrivons donc seulement, entre guillemets, aujourd'hui par rapport à ce que sont l'attente des propriétaires concernés. Nous sommes seulement aujourd'hui, mais j'ai envie de dire enfin aujourd'hui, en situation de prendre une délibération extrêmement importante, sachant qu'il y en a une autre qui est programmée au Conseil communautaire sur ce même dossier, donc la semaine prochaine, extrêmement importante pour lancer très concrètement cette deuxième phase. Avec un enjeu, je le dis tout de suite, et ça sera la part du travail qui incombera à notre collègue Hervé Chabert en charge des relations avec les ASL et copropriétés. Ce que nous votons ce soir implique que des assemblées générales extraordinaires se tiennent dans les copropriétés concernées d'ici fin juin. Et je vous le dis avec une certaine solennité, les bailleurs de fonds, et en particulier l'ANA, insistent bien sur le fait que voilà plusieurs années qu'ils sursoient au lancement de cette opération, en attendant que tout soit bouclé, mais qu'ils ne pourront pas maintenir les lignes de financement éternellement à destination d'une ville de Cergy qui n'arrive pas à lancer les choses. Donc il est absolument indispensable que le message passe pour ceux d'entre vous qui sont en relation avec les copropriétaires de la Bastide, que la patience de l'État atteint d'une certaine manière ses limites par rapport à ce dossier. Les assemblées générales extraordinaires, et je sais qu'une réunion est en cours de montage autour de Monsieur le maire pour bien rappeler ces éléments aux copropriétaires concernés, il va y avoir, au-delà de ce conseil municipal, des moments décisifs qui vont se dérouler dans les assemblées générales de copropriété des copropriétés concernées. Donc ce plan de sauvegarde, vous voyez sur le plan qui est présenté ici, qu'il concerne en fait 4 premières copropriétés, qui sont les copropriétés C, E, M et H. Donc là, on reste sur un dispositif dit de plan de sauvegarde. Un plan de sauvegarde, c'est ce qu'il y a de plus lourd et ambitieux en matière de financement. Ça répond à des situations à la fois du bâti et de la réalité sociale des occupants et de la réalité financière des copropriétés qui sont les plus en difficulté. CEMH sont donc maintenus dans une logique de plan de sauvegarde. Il y a une copropriété, la copropriété D sur le plan, qui fait l'objet d'un dispositif moins ambitieux en termes de niveau de financement, qui est le dispositif de l'OPA, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui appelle donc des interventions publiques à l'appui des copropriétaires moins fortes. Il y a, pour les copropriétés L et N, le dispositif qui était initialement le dispositif de POPAC. Il se trouve que le dispositif de POPAC n'a pas été prorogé, mais nous maintenons, je dirais, sous impulsion propre de la commune. Pour ceux qui étaient prévus en POPAC jusqu'à ce que ça soit supprimé il y a quelques mois, nous maintenons cette ambition que d'aider par subvention directe les 2 copropriétés concernées, L et N, à mener à bien les travaux nécessaires. Un point important à noter, c'est que la nature des travaux est à peu près la même sur l'ensemble des copropriétés que je viens d'identifier et que la différence de nature de dispositif de soutien est exclusivement liée à l'appréciation de la situation financière et sociale des copropriétés concernées. Nous parlons donc bien d'à peu près les mêmes travaux, qui sont décrits sur la planche qui suit, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que ça m'aidait de... Voilà. Donc, nous sommes sur des travaux qui ont une vocation d'amélioration de la performance énergétique et environnementale au sens large des logements concernés. Donc, vous le voyez dans les 4 points qui sont mentionnés là. Tout d'abord, des travaux de couverture et d'étanchéité des toitures. Deuxièmement, des travaux de changement des fenêtres qui sont particulièrement fuyantes, avec les ventilations que cela implique, puisque l'on passe de fenêtres simple vitrage à des fenêtres doubles, voire triples. Là, j'ai plus le détail, à mon avis, c'est du triple. Le changement des portes palières, les portes d'entrée des appartements qui sont elles aussi totalement fuyardes et qui permettront de nettement améliorer la capacité, la qualité, la performance énergétique des logements. Enfin, sur un certain nombre de copropriétés, le remplacement du système de chauffage central qui était totalement défectueux et qui fait que quand bien même nous ayons rétabli le dispositif de chauffage urbain jusqu'aux sous-stations, ça ne marchait pas entre les sous-stations et les appartements. Donc là, il s'agit de retirer des bons tuyaux et des bons radiateurs entre les sous-stations et les logements. Donc voilà
pour, en résumé, ce que sont les aspects couverts par ce programme de travail. Donc je vous fais grâce des éléments plus détaillés que vous avez pu lire sur la planche, mais je vous ai donné l'essentiel de ce qu'est l'ambition de ces travaux. Et donc oui, point important, hein, c'est dit sur la planche, si tout ça est fait, c'est pour atteindre un gain énergétique de 25% sur les logements concernés. J'ai envie de dire que grâce au plan de sauvegarde, c'est dans les copropriétés parmi les plus dégradées que nous commencerons à être vertueux sur Cergy. Ça renvoie au point qui avait pu être abordé lors de notre dernier conseil municipal, où le responsable de l'opposition expliquait que le sujet était avant tout sur les bailleurs. Non, non, le sujet est avant tout, non pas chez les bailleurs, qui font peu ou prou leur requalification, mais c'est bien au niveau des copropriétés que nous avons un enjeu sur le bâti. Et donc, à travers ce plan-là, nous allons, je l'espère, donner l'exemple. Alors, sachant qu'il faudra bien être clair, nous donnons là l'exemple sur la base de financement public extrêmement lourd en appui. Bien évidemment, et c'est ça toute la difficulté, les autres copropriétés de la ville ne pourront pas être bénéficiaires des niveaux de subvention qui sont ceux que nous allons examiner maintenant. Donc, en rentrant un tout petit peu plus dans le détail, si on va sur la planche d'après, merci. Donc, je vais résumer. On ne va pas rentrer dans le détail de ce que vous voyez pour chacune des copropriétés, M, E, C, H, D, L, N. Ce qu'il faut retenir, c'est que M, E, C, H que vous voyez là sont celles qui sont dans le dispositif de plan de sauvegarde. D, c'est celle qui est en dispositif d'OPA. L et N sont celles qui sont en dispositif de POPAC. Ce qui va intéresser les gens en bout de ligne, c'est ce que vous avez en bout de ligne sur le tableau. Vous voyez le reste à charge moyen par logement. Donc ce reste à charge moyen, ce sont des moyennes par logement, vous indique par copropriété qu'est-ce qu'il faudra que les copropriétaires sortent de leur poche en termes d'appel de fonds pour financer les travaux dont il est question. Cette ligne appelle un commentaire immédiat, c'est que vous voyez que pour toutes les copropriétés qui sont en plan de sauvegarde et que pour celles qui sont en OPA, nous sommes sur un appel de fonds moyen par logement qui oscille, on est sur les moyennes, 4008, 2000, 2800, on est au plus à 4800. Ce qui saute aux yeux, c'est que pour les deux copropriétés qui sont en POPAC, la L et la N, nous avons un reste à charge du fait du moindre financement public qui est de 9000 euros pour des travaux comparables. Mais c'est lié au fait que ce sont des copropriétés qui ne sont pas dans la même situation financière. Ceci étant, sous la torture, parce que tout n'est pas encore tout à fait calé. Les services m'ont précisé qu'on pouvait... ça, ce sont les niveaux par rapport à des dispositifs dits d'aide à la pierre. Il y a aussi des dispositifs dits d'aide à la personne, c'est-à-dire des dispositifs portés par l'ANA, mais cette fois, on examine la situation individuelle, famille par famille, qui sont également portés par la caisse d'allocation familiale. Donc un certain nombre de dispositifs permettront pour les familles les plus en difficulté au sein de ces copropriétés, puisque nous sommes là sur des moyennes, d'aller bénéficier d'aides supplémentaires qui devraient, si nos prévisions sont bonnes, faire que le reste à charge pour les familles les plus en difficulté aille notablement en dessous des 9000 euros que vous voyez ici. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que si nous n'atteignons pas des restes à charge accessibles par rapport aux familles qui sont concernées, eh bien nous aurons soit des rejets en Assemblée Générale de Copro, soit nous atteindrons ce qu'on appelle des... alors je n'ai plus le terme exact, je vais vous le faire en périphrase, mais un certain nombre de copropriétaires pourraient être conduits à devoir céder leur logement, rentrer dans un parcours résidentiel où ils ne seraient plus propriétaires, que nous accompagnerions et que nous accompagnerons, parce qu'il y aura à l'échelle des 116 que vous voyez là, il y aura une poignée, nous l'espérons, de familles
qui, ne pouvant pas assumer les dites charges, seront accompagnés pour aller dans un autre mode de logement, soit racheter ailleurs, soit rentrer dans le logement social. Et ça sera un travail pour notre collègue Béatrice Marcussi que de suivre ces questions. Et donc l'enjeu, bien évidemment, c'est de minimiser le nombre de familles qui pourraient se retrouver à la faveur de ce dispositif, conduites à devoir ne plus être propriétaire à raison des montants engagés. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'enjeu pour l'habitant, pour le copropriétaire. Si on revient, si on peut rester sur, sur cette planche-là, un petit point, alors beaucoup plus macroscopique sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même des choses qui sont politiquement lourdes de sens, qui se sont déroulées concernant les niveaux de financement. Et donc là, au lieu de s'intéresser à la ligne du bas, je vous invite à porter votre attention sur la colonne de droite. La colonne de droite vous explique ce que sont les enjeux financiers macroscopiques et qui paye quoi dans l'affaire par rapport aux uns et aux autres. Vous voyez, c'est la ligne du haut, le montant travaux est un montant de 4 300 000 €. C'est-à-dire que ce dont nous parlons pour ces 116 logements, c'est 4 361 190 000 € de travaux qui sont estimés. Qu'on vient d'ajouter l'accompagnement, le suivi accompagnement qui est payé par la commune auprès du prestataire Solia, qui réalise l'accompagnement auprès des copropriétaires et qui vient en plus de la somme en question. Donc il y a de l'ordre de 500 000 € sur l'ensemble du dispositif qui est rajouté par la commune en appui auprès des copropriétaires pour que tout cela se fasse. Donc le 4,3 millions que vous voyez là, c'est pour payer les travaux proprement dit. Sur ces 4,3 millions de travaux proprement dit, eh bien, nous avons ensuite le détail de comment tout cela est financé. Le premier financeur de la ligne que vous voyez ici, c'est l'ANA, et vous avez en fait deux lignes. Une subvention ANA à 1 300 000 €, qui a été là depuis le début du montage de cette deuxième phase. Et vous voyez la deuxième ligne, cette subvention ANA X plus X, c'est un dispositif qui est plus récent, qui a été mis en place par l'État en septembre 2018, qui dit que si les collectivités locales mettent X, à ce moment-là, l'État rajoutera autant, d'où le X plus X. C'est ce qui fait que dans la mesure où les collectivités mettent le montant qu'on verra plus tard, on arrive, alors le calcul exact, il faudra c'est pas exactement ce que je viens de vous dire, mais ce dispositif dit X plus X donne 879 000 supplémentaires de la part de l'État. Nous avons ensuite une subvention CACP de 654 000 € et une subvention ville de Cergy de 972 000 €. Les plus attentifs d'entre vous ont peut-être entendu que j'ai cité tout à l'heure le conseil départemental et le conseil régional, parmi ceux qui sont habituellement de la partie. Nous avons le regret de souligner que le conseil départemental qui participait dans les opérations antérieures à l'accompagnement, au suivi accompagnement, pardon, à la mission d'accompagnement des copropriétaires, eh bien c'est désengagé depuis les années 2010 de la logique de suivre ce genre de choses et de façon beaucoup plus importante, et ça nous a fait prendre au moins 6 mois dans la vue. Il y a eu, peu après l'élection de Valérie Pécresse au Conseil régional, une décision unilatérale de la part de la région de se désengager, de ne pas tenir l'engagement qui était le sien, de participer à hauteur de 1 100 000. On ne parle pas de 100 000 €, hein. Vous voyez, 4,3 millions. Il y avait 1 100 000 qui était fléché pour la région Île-de-France. Eh bien, la région a dit, finalement, ça sera sans nous. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec un trou dans la raquette à hauteur de 1 100 000 dans les subventions que vous voyez là, à combler, annonce faite peu après l'élection par l'inestimable Geoffroy Didier, vice-président en charge du logement. Et donc 1 100 000. Et donc ce 1 100 000, comment on le retrouve? La mairie a pris rapidement ses responsabilités en passant, si vous vous en souvenez, au budget supplémentaire de mi-2018. Nous avons passé un complément de subvention que l'on retrouve dans ce que vous voyez là, dans les 972 000 que vous voyez là. Vous trouvez les 50% du 1 100 000, donc il y a 550 000 qui ont été rajoutés par la commune, par une décision politique de compenser ce qu'a été le manque de parole de la région par rapport à ses engagements. Ceci pour que cela se fasse.
La dite compensation s'est accompagnée de la part de la mairie d'une proposition à la communauté d'agglo pour que l'agglomération fasse également un effort à hauteur de ces 550 000. Donc ça a pris un peu plus de temps pour que nous ayons la réponse de l'agglomération, mais nous avons appris il y a 15 jours, donc c'était la bonne nouvelle, que l'agglomération avait finalement décidé de suivre la préconisation de la mairie, portant sa participation de 94 000 à 654 000, les 654 000 que vous voyez ici. Et c'est donc ainsi que nous arrivons à boucler une proposition de projet qui a vu se faire compenser par, d'une part, par l'action et la prise de responsabilité sous l'impulsion de la mairie, suivie ensuite par l'agglomération, du manque à gagner lié au manquement de la région par rapport à ses engagements antérieurs. Et donc nous avons du coup la satisfaction d'atteindre des taux de financement qui sont ceux que vous pouvez voir dans le tableau d'après, et qui sont des taux de financement extrêmement importants, et qui nous permettent d'envisager de pouvoir passer les choses dans les assemblées générales qui nous attendent. Parce que ce taux de financement dont je parle, vous avez le reste à charge moyen par logement, mais si vous faites la petite division, etc., nous sommes sur des travaux qui sont quand même de l'ordre de 45 à 50 000 euros par logement. Donc vous imaginez bien qu'un chèque de 50 000 euros pour les copropriétaires du quartier de la Bastide, ce n'est pas comme ça que ça se sort. Et d'où le fait que nous avons quelque chose qui, je pense, est admissible. Et nous avons pris nos responsabilités. Nous sommes fidèles à cette vision qui consiste à dire que le quartier de la Bastide, qui est au cœur du quartier Saint-Christophe, doit bénéficier d'une volonté politique sans faille d'accompagnement. C'est bien le sens de tout le travail que nous avons mené. Je tiens à rendre hommage au travail opiniâtre de nos services sur ces questions. Et voilà l'objet de la délibération qui nous occupe, ce dossier vous ayant été présenté, et donc que nous approuvions sur la base de toutes ces hypothèses le fait que la mairie subventionne à hauteur de 972 000 euros dans le cadre de ce dispositif. Alors, qui souhaite prendre la parole? Françoise Courtin. Et désolé d'avoir été un peu long. Oui, je dois dire que pour la Bastide, c'est un très long cheminement. En son temps, moi aussi, j'ai suivi le dossier. Et il faut quand même savoir ce que c'est qu'une copropriété dégradée. Qu'est-ce que c'est qu'une copropriété dégradée? Mais ce sont des gens qui n'arrivent pas à payer leurs charges. En gros, c'est ça. Et petit à petit, tout s'accumule et on n'arrive pas à faire les travaux dans cette copropriété. Il y avait des gens qui n'arrivent pas à payer leurs charges, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce que tout simplement, ils ne peuvent pas. Donc, effectivement, on a pris le parti de les aider, et à juste titre. Je signale quand même qu'on est, Eric l'a dit, au deuxième plan de sauvegarde. Donc, c'est quelque chose, je pense que il n'y en a pas beaucoup en France où on a un deuxième plan de sauvegarde. Donc, la priorité au départ, ça a été d'essayer d'aider ces familles et de les maintenir dans leur logement. Parce que la solution n'était pas effectivement de virer tout le monde et puis de les envoyer on ne sait pas où. Donc la solution qu'on a choisie, c'est d'aider les familles pour les garder dans le logement. Et effectivement, là, toute la réhabilitation qui va être faite, ça va être pour faire descendre les charges, pour que justement les familles aient moins de difficultés à pouvoir payer leurs charges et maintenir leurs biens en bon état. Oui, Keltoum. Merci Eric pour cette présentation. Alors moi, j'interviens là en tant qu'élue en charge du quartier, sachant que j'ai rencontré à plusieurs reprises les habitants. J'ai assisté à différentes réunions, notamment avec l'accompagnateur qui est Sovila. Et donc effectivement, la ville, on aide. Il y a un plan de sauvegarde qui dure depuis des années pour x, y raisons que l'on connaît. Ce qu'il faut savoir, c'est que
le problème de la Bastide, c'est un vrai problème d'habitat au cœur du quartier Saint-Christophe. Ça pose vraiment des soucis. Il y a une disparité et une vraie paupérisation. Cette paupérisation aujourd'hui, c'est ce qui inquiète les copropriétaires, c'est notamment sur le reste qu'ils vont avoir à charge. Tu l'as très bien évoqué. Quand tu dis que ça varie entre 2 800 à 4 800 euros donc, pour le plan de sauvegarde avec l'accompagnement de l'OPA, et 9 000 euros pour les bâtiments L et N. Voilà, ce qui a, moi, mon inquiétude, c'est d'avoir des familles qui sont aujourd'hui propriétaires, de les remettre dans la location, dans le logement social, etc., parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'il y a eu tout de même un désengagement de la région. Voilà, le désengagement de la région, c'est quand même plus d'1 million. C'est quand même plus d'1 million. Donc voilà, moi c'est vraiment ce qui me... Voilà, je trouve ça un peu triste. Après, il y a tout un travail. Hein. Je sais que Soïla accompagne bien et cherche des solutions. Maintenant, effectivement, si l'ANA et la CAF peuvent aider les personnes individuellement, voilà, je dirais que c'est une belle avancée concernant ce dispositif, en espérant que ça puisse avancer et qu'on puisse enfin s'en sortir au niveau de la Bastide. Hervé Chabert. Bon, moi, je me réjouis vraiment très extraordinairement de ce résultat, d'arriver à sortir de ce problème de 2 plans de sauvegarde qui n'avaient pas réussi dans un premier temps de se régler. D'autre part, le reste à charge, effectivement, reste encore élevé pour certaines familles, mais il y a quand même toute une série d'organismes nationaux ou autres qui vont pouvoir justement travailler sur chaque cas particulier. Et ça, je crois que c'est quand même très important. Et vraiment, je suis admiratif de cette opération. Et je me dis qu'en plus, c'est aussi quelque chose qui permet aux autres copropriétés d'essayer d'éviter d'en arriver là et de faire très attention à bien régler les impayés quand ils se présentent, de façon à maintenir effectivement leur patrimoine au bon niveau. Mais surtout, je suis très très heureux qu'on soit sorti de cette impasse de la Bastide avec les efforts de beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Abdoulaye Sangaré. Oui, donc merci Eric pour cet exposé clair sur cette opération quand même qui est importante. Comme je disais tout à l'heure en aparté à M. Chabert, là on parle de l'humain. Et quand on parle de l'humain et qu'on voit ce qui se passe ce soir dans notre institution, faire la politique de la chaise vide sur des choses qui sont importantes, alors que c'est des points, je dirais, qui tiennent à la vie et à la vie des personnes, hein, des usagers, des Cergissois, hein, sur le quartier de l'Axe-Major Horloge. Je crois que c'est hyper important qu'on puisse poursuivre. Et je pense que c'est pour cela que M. le maire vous a bien fait de faire tenir cette séance pour qu'on puisse décider de ce qu'on va faire sur cette opération, pour qu'on n'ait pas une date limite qui vienne contrecarrer tout l'effort qui a été fait par les services, par les uns et les autres et tout ça, pour permettre cela. Ceci étant dit, je pense qu'au niveau du logement, notre responsabilité est grande. J'ai entendu tout à l'heure qu'on avait 116 logements dessus et que, bon, effectivement, ce qui est important pour l'habitant, c'est son reste à charge. Ce reste à charge-là, je pense que pour vraiment une parfaite réussite de cette opération, il faudrait qu'on se fixe sur un objectif très ambitieux de dire qu'il n'y aura aucune personne qui perdra son logement parce qu'il ne pourra pas être suivi, être accompagné, qu'on ne mettra pas toutes les dispositions nécessaires, dispositifs nécessaires pour l'accompagner, pour qu'il puisse garder sa maison. Parce qu'on parle de transition énergétique, on parle de pouvoir les aider à avoir des charges 25% moins chères. Donc c'est un pouvoir d'achat qu'on leur donne. Et tout le monde sait, au niveau des parcours de vie, quand on commence à perdre sa maison, c'est là où les choses deviennent de plus en plus difficiles. Donc moi je prône pour qu'on puisse tout faire pour que ces personnes-là puissent avoir leur maison rénovée, et que toutes les institutions qui sont autour et qui ont déjà fait un énorme effort puissent aider cas par cas pour que vraiment qu'on ait zéro
personne qui puisse sortir sans réussir cette rénovation. Malika Yebri. Effectivement, le sujet est fort complexe et relève de quasiment 2 décennies d'intervention. Donc, c'est très important qu'Éric ait pris le temps de reposer l'ensemble du contexte pour l'ensemble à la fois des habitants qui sont présents, mais aussi pour que les bons messages soient entendus. Si les conditions de préservation de cet habitat, de ce plan de sauvegarde ont été pris très tôt, ça a été un choix ambitieux politiquement, et on le voit bien au regard de la complexité du dossier, des enjeux, du traitement humain. On s'aperçoit bien que tout cela ne peut pas se régler en un coup d'épaule, en une seule délibération au conseil municipal ou par la seule opiniâtreté de nos prédécesseurs et la nôtre aujourd'hui. Nous avons fait le choix d'inscrire budgétairement quelque chose que nous n'avions pas prévu. Nous prenons en charge le désengagement d'autres collectivités, à raison, je crois, parce qu'en responsabilité, lorsque l'on vit dans un territoire comme Cergy, il faut savoir aussi être attentif et vigilant aux plus fragiles. Cette opération de sauvegarde, techniquement complexe, on pourra en dire ce que l'on voudra dans la presse, dans les futurs conseils municipaux, au sein du conseil communautaire, puisque le président de l'agglomération a choisi lui-même d'accompagner notre démarche aujourd'hui. En conséquence, il faut bien entendre qu'il ne s'agit ni de négligence, ni de mauvaise gestion de la part de ses habitants, ni de négligence de la collectivité, qui, de manière ambitieuse, depuis des années, alerte, travaille sur ce sujet. Ce plan de sauvegarde, il a été pensé dans d'autres temps, et effectivement, on pourrait se dire à l'aune des derniers éléments que malgré tous les efforts constatés, les procédures mises en œuvre n'ont pas suffi. Mais quel choix se posait à nous? De suivre le désengagement de la région et de dire « nous aussi on arrête ?» Non, c'est pas ça être en responsabilité. Il y a des habitants qui vivent sur ce territoire, qui méritent qu'on les accompagne, qui méritent que l'on soit attentif, vigilant aux réalités, à leur réalité sociale, aux réalités que sont d'être aujourd'hui des propriétaires, mais que ce soit à la Bastide ou ailleurs. Et donc moi je trouve courageux de la part de cette majorité municipale de s'engager, malgré le désendettement, dans un contexte budgétaire que vous le savez contraint, et on ne va pas revenir là-dessus, on aura l'occasion au prochain vote en matière budgétaire de l'évoquer. Mais c'est un vrai choix que nous faisons, d'autres auraient fait d'autres choix, et je ne souhaite pas que celui-ci, au regard du contexte politique, soit perverti. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Éric? Oui, je remercie les collègues qui se sont exprimés pour le soutien affiché à cette belle opération que nous portons tous depuis longtemps. Juste un petit point de précision par rapport à quelques points de précision. Sur le désengagement région, il a été compensé. Il a été compensé à l'initiative de la ville, et nous voici donc 23 autour de la table. Il a été compensé donc à l'initiative de la ville par 550 000 € supplémentaires de la part de la ville et 550 000 € supplémentaires de la part de la communauté d'agglomération. Ce sont donc bien les collectivités locales qui ont pris leurs responsabilités pour compenser ce désengagement. Et donc ça renvoie à ce qu'était l'observation de Kaltoum Rojdi et Abdoulaye Sangaré derrière concernant les enjeux que j'avais à dessein souhaité souligner parce que j'en connais la sensibilité, les enjeux de voir, lorsque ce genre d'opération se déroule, de voir, malgré tous les efforts qui peuvent être faits, et je tiens à souligner que des efforts considérables sont faits, en particulier par Solia qui nous accompagne, qui était l'ancien pacte ARIM, pacte pour agir contre les taudis. C'est dans leur ADN, le pacte ARIM, de faire en sorte que lorsque l'on mène ce genre d'opération, il n'y ait pas une seule personne qui puisse être conduite à être évincée de son statut de propriétaire et passer dans un autre type de logement, type logement social. Néanmoins, vient le moment, une fois que tous les efforts ont été faits, de regarder ce qu'est la situation, et je ne vais pas vous mentir,
nous savons aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 familles dont la situation, parce qu'elle a aussi évolué par rapport au moment où elle a accédé à la propriété, sont des familles qui sont très probablement des familles qu'il faut se préparer à accompagner. Et ceci, j'insiste beaucoup là-dessus, malgré l'immensité des efforts et l'ingéniosité qui a été déployée. Et ce nombre, nous verrons exactement ce qu'il deviendra. Mais j'insiste, c'est dans l'ADN de ceux qui nous accompagnent, et nous aussi, bien évidemment, politiquement, nous ne sommes pas favorables à ça, mais pour la complète appréciation de tout le monde, c'est vrai qu'après se pose la question, une fois que tous les dispositifs légaux ont été épuisés et qu'on atteint un certain niveau de reste à charge, après la seule solution qui reste, si on ne veut évincer personne, c'est de ne plus faire les travaux. Ou de faire des travaux moins onéreux, qui du coup n'apporteront pas réponse. Et donc c'est ce délicat compromis que nous devons trouver, qui est instruit avec toute l'attention nécessaire. Je tiens vraiment à rassurer tout le monde là-dessus. Et le maximum est fait pour que les personnes, les familles qui se retrouveront conduites à entrer dans un nouveau parcours résidentiel soient en nombre le plus petit possible. Et je le redis, nous verrons avec le service logement de la ville, tout le nécessaire sera fait en termes d'accompagnement pour que ces quelques cas soient accompagnés du début jusqu'à la fin, pour qu'ils retrouvent une situation de logement dans le prolongement de ce qu'ils ont pu connaître à la Bastide. Dernier point, Malika l'a dit, c'est un vrai choix. Abdoulaye l'a abordé. Moi, je constate qu'il y a des gens qui sont prompts à nous donner des leçons de proximité, de responsabilité auprès des publics les plus défavorisés. Des gens qui sont prompts à nous expliquer que pour eux, la Bastide, c'est un enjeu majeur. Eh bien, ces gens-là, ce soir, ont fait le choix de vouloir faire planter le conseil municipal avec leur départ pour des manips qui datent des années 70 en matière de tenue de quorum. Si nous ne tenions pas ce conseil municipal, qu'est-ce qui se passerait ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'Agence nationale d'amélioration de l'habitat dit qu'il faut que ça passe à Cergy avant juin. Il faut que les assemblées générales soient passées parce que sinon, on ne va pas pouvoir maintenir, comme on l'a fait pendant 2, 3, 4 ans, les crédits de l'État. Si vous enlevez 2 millions sur les 4 millions de subventions qui tombent sur l'affaire, vous imaginez le reste à charge, ce qu'il devient. Et donc, il y a des gens dont je ferai partie de ceux qui seront rappelés à toute occasion qu'ils ont préféré jouer sur des petites batailles politiciennes l'avenir de ceux qui sont sur le quartier de la Bastide. Et j'espère que tout le monde saura s'en souvenir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas d'autres. Je vais me permettre de conclure rapidement. Donc moi, je me félicite bien évidemment que cette opération puisse avoir lieu. Je pense qu'avec l'équipe municipale ici, j'y ai apporté toute ma part, à la fois pour rappeler à la communauté d'agglomération les engagements qu'ils avaient pris et qu'il fallait qu'ils tiennent, et également à faire que l'équipe municipale décide ici d'augmenter de manière substantielle les subventions pour que des gens qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité d'avoir, pour certains, un toit, parce que c'est ça dont on parle, un toit qui ne prenne pas l'eau, je pense que c'était extrêmement important de pouvoir voter cette délibération ce soir. Ça rentre dans un plan global sur la Bastide, puisque vous l'avez vu, nous avons refait les équipements publics, nous avons également, nous sommes en train de refaire les équipements publics, nous travaillons sur les espaces publics, nous travaillons également sur les commerces, nous travaillons aussi sur une politique de mixité sociale dans les logements sociaux sur 3 immeubles. Et donc, on fait un tout travail d'ensemble sur ce quartier de la Bastide qui en avait besoin et qui nécessite véritablement une action de fond. La bonne nouvelle que je peux vous apporter également, et qui est une bonne nouvelle que j'ai pu négocier hier avec le directeur régional de CDC Paris Habitat, il y avait un certain nombre d'appartements qui appartenaient à Adoma. Adoma ne voulait pas suivre, je dirais, l'opération telle qu'elle est ici. Et donc, en négociation hier, CDC Habitat s'est engagé à racheter l'ensemble des appartements d'Adoma, de nous donner pouvoir, et donc de faire qu'à ce moment-là, il y aura tous les pouvoirs et le quorum pour mener cette opération.
Donc ça aussi, c'est un point important, de pouvoir faire qu'à un moment donné, on puisse négocier avec l'ensemble des partenaires que cette opération se fasse. Donc voilà, c'est une double réjouissance, à la fois qu'on a réussi à avoir le quorum sûr avec le vote d'Adoma qui sera positif, et également le fait qu'on augmente la subvention. Donc c'est un programme d'ensemble. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, et c'est tout le travail que nous avons à faire encore aujourd'hui, puisque vous avez vu qu'il y a un reste à charge, et donc dans le reste à charge, il y a un certain nombre de copropriétaires qui n'auront peut-être pas la possibilité de pouvoir financer ce reste à charge, et donc ce travail individuel, il faudra qu'on engage pour que cette réhabilitation puisse se faire. Je pense qu'elle est extrêmement nécessaire pour ce quartier, et nous ferons tout pour aider ceux qui aujourd'hui en ont le plus besoin. Je vous propose de suspendre la séance et de la reprendre tout de suite, mais je vais refaire un appel, puisque nous avions tout à l'heure le quorum, puisque j'ai ouvert cette séance, mais pour s'assurer véritablement, parce que je ne doute pas que bien évidemment il va y avoir une intervention de la part des uns des autres auprès du préfet, donc je pense que globalement on pourra comme ça faire que le vote qui va avoir lieu sera validé par le quorum de cette assemblée et nous permettra de pouvoir expliquer à une population, et comme l'a expliqué Eric, en termes de timing, de faire que cette opération puisse avancer sereinement. Je pense que ça, c'est un point important. Donc je lève la séance, je la reprends et je vais refaire l'appel pour bien préciser qui est présent, qui n'est pas présent. Jean-Paul Jandon, présent. Malika Yebri. Présent. Moussa Diarra. Elina Corvin. Abdoulaye Sangaré. Françoise Courtin. Alexandra Visteski. Régis Lisseman. Éric Nicolet. Béatrice Marcussi. Josiane Carpentier. Maxime Kagadjanian a donné pouvoir à Lina Corvin. Awa Fofana. Merci. Thierry Thibault. Sana Saïtouli a donné pouvoir à Nadir Gagui. Nadir Gagui. Keltoum Rojdi. Marc Denis. Hervé Chabert. Marie-France Azaroué. Rachid Bouche. Claire Beugnot. Nadia Atroubi Safsaf a donné pouvoir à Marc Denis. Arounadia a donné pouvoir à Souria Lougraeb. Anne Levaillant. Souria Lougraeb. Sadek Abrous. Moustapha Diouf a donné pouvoir à Keltoum Rojdi. Bazitali Mougamadou Bougari a donné pouvoir à Jean-Paul Jandon. Et Radia Leroul a donné pouvoir à Malika Yebri. Bruno Stary, absent. Cécile Escobar, absent. Dominique Lefebvre, absent. Joël Motil, absent. Thierry Sibiot, absent. Tatiana Priez, absent. Mohamed Traoré, absent. Rébi Amélie, absente. Armand Payette, absent. Sandra Martin, absente. Jacques Vasseur, absent. Marie-Nique Pau, absente. Mohamed Beril, absent. Marie-Zémel Povader, absente. Jean Mauclair, absent. Donc nous sommes à 23, donc nous avons le quorum et nous pouvons voter. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et donc nous allons passer maintenant au débat. L'exposé des motifs numéro 9, acquisition en VFA du centre de santé, qui sera en deux temps. Donc Régis va nous parler de la VFA et Françoise nous parlera du centre de santé et de là où on en est aujourd'hui. Merci, monsieur le maire. Donc, la création d'un équipement de santé a été décidée dans le programme immobilier de la SNC Marignan, situé à l'angle des rues de Lavenne, du chemin de fer et de l'avenue des Genottes. Ce programme présente un local d'activité de 715 m², situé en rez-de-chaussée d'une opération de 97 logements en accession. La ville s'est donc portée acquéreur de ce local d'activité pour la réalisation d'un équipement dédié à la santé. Ce local livré en coque brute, fluide en attente, d'une superficie totale donc de 715 m², sera aménagé par la ville en deux espaces distincts. Un centre de santé de 444 m², un espace de médecine générale et de soins dentaires, et un espace dont l'occupation n'est pas encore tout à fait définie, mais dont je pense que Françoise nous parlera tout à l'heure, donc qui est un espace de 256 m². Un accord a été trouvé pour un montant de cession du local à 1 072 500 000 € TTC, selon le prix de vente de 1 250 € hors taxe mètre carré de surface utile.
ce qui n'est pas cher pour le coin. La ville et le promoteur ont validé le montant et le principe d'inversement de l'intégralité du prix à la livraison de la coque, soit un prévisionnel de juin 2020. Depuis plusieurs années, la ville de Cergy a fait de la santé et l'accès aux soins des habitants un engagement fort, considéré comme un enjeu prioritaire dans le cadre de sa politique de lutte contre les inégalités. Le diagnostic de l'offre de soins témoigne des difficultés auxquelles la commune de Cergy doit faire face concernant la démographie médicale et paramédicale. La densité des médecins généralistes est en dessous de la moyenne du département et en dessous de la moyenne nationale, avec une répartition plus déficitaire dans les quartiers prioritaires. Ces effectifs ont malheureusement tendance à diminuer et la situation risque de s'aggraver puisque plus de 71% de nos médecins présents sont âgés de 55 ans et plus. La ville a initié en septembre 2017 une étude de faisabilité afin de créer un centre de santé à Cergy, au cœur du quartier prioritaire de la politique de la ville, situé à l'intersection des rues de la Veine et de la rue du Chemin de Fer. Considérant l'opportunité d'acquérir un local d'activité permettant le développement d'un tel équipement, au sein du programme que j'ai cité tout à l'heure, la SNC Marignan de l'îlot dit LB2, situé à l'angle des rues de la Veine et du Chemin de Fer et l'avenue des Genottes, il est demandé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition auprès de cette SNC Marignan d'un local d'activité en coque brute fluide en attente de 9 places de stationnement, dont une PMR, en l'état futur d'achèvement, pour une superficie de 715 m² pour un montant de 1 072 500 000 € TTC, selon le prix de vente de 1 250 € hors taxe m² de surface utile. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant légal à signer l'acte de VEFA, ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à cette transaction. Les crédits sont inscrits au budget 2019. Je vous remercie. Françoise. Bien, donc commencer un premier pas pour ce centre de santé. Effectivement, donc, il est prévu donc c'est une surface de 715 m² qui ne sera pas uniquement dédiée au centre de santé. Une grosse partie va être dédiée au centre de santé et une autre partie, ce sera la maison prévention santé qui se trouve actuellement dans l'école de la Lanterne. Donc, ce qui fait qu'on va avoir un pôle santé ici qui fera un tout. Voilà. Donc, la phase suivante, c'est effectivement là, en ce moment, on est en pourparlers, on est en train de chercher un opérateur, un porteur pour le centre de santé. On a discuté déjà avec beaucoup de gens, avec par exemple la MGEN, avec la Croix-Rouge, c'est des porteurs historiques qui ont déjà des centres de santé, mais qui n'ont pas été intéressés par notre centre de santé. Et puis on a discuté avec d'autres gens qui sont des porteurs qui seront pas des porteurs historiques, mais qui sont des gens complètement fiables. Et donc on est en pourparlers avec eux. Et j'espère qu'au prochain conseil municipal, on pourra vous annoncer une bonne nouvelle définitive. Mais pour l'instant, on n'a pas encore tout balisé. Alors, ce qu'il y a, c'est notre souhait, c'est effectivement d'avoir un porteur qui va se charger du quotidien, de faire marcher au quotidien ce centre de santé. Mais la commune, la mairie veut rester aussi décideur de ce qui se passera dans ce centre de santé. Donc, on veut aussi pouvoir être en capacité d'orienter le centre de santé dans telle et telle direction, voilà, parce que on a fait récemment une analyse des besoins sur la ville, et on a quand même des résultats et des choses qui sont importantes. On s'aperçoit qu'il y a certains spécialistes qui manquent beaucoup, par exemple dans la ville, il n'y a plus beaucoup de cardiologues, par exemple. Voilà, c'est important. Donc ce centre de santé, il y aura d'une part des médecins généralistes, d'autre part
des chirurgiens dentistes et puis ce que j'appelle des bureaux de passage, hein, c'est-à-dire des endroits où les médecins spécialistes pourront venir consulter pour une demi-journée, par exemple. Voilà. Et donc, ça demande aussi qu'on mette autour de la table tous les professionnels de santé du territoire, en particulier l'hôpital de Pontoise, la maison hospitalière, voilà. Donc, on est en train de discuter avec tout ce monde-là, et je pense qu'on va aboutir très rapidement. Alors, je sais que certains trouvent que c'est très long. C'est vrai que c'est long, mais je pense qu'on trouve que c'est long quand on n'est pas à l'intérieur. On ne communique pas tout le temps dessus, donc effectivement, on s'imagine qu'on ne travaille pas dessus. Mais si, on continue à travailler quand même tout le temps dessus, mais c'est vrai que les gens qui ne sont pas en responsabilité et qui n'ont jamais été en responsabilité, trouvent que c'est long et que ça met du temps. Mais voilà, c'est un projet qui met un mandat à sortir. C'est vrai, c'est comme ça. Et donc, vous pouvez être assuré de ma ténacité sur le sujet. Et donc, voilà, je pense qu'on en verra le bout. Il n'y a pas de raison, ça arrivera. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Il n'y en a pas, donc permettez-moi de conclure. Donc, c'est un projet qu'on avait annoncé au début de ce mandat. C'est un projet que nous tenons. C'est un projet qui est long et qui en plus sera une première en France de la façon dont on souhaite le monter et qui devrait normalement faire l'objet d'autres projets de ce type-là avec un montage tout à fait spécifique. Donc, ce qui veut dire montage spécifique, ça veut dire que c'est particulièrement long à mettre en place, mais nous assurons à la fois la capacité de ce futur centre à assurer pour les plus démunis. Je rappelle là encore, c'est le deuxième projet que nous présentons dans la soirée pour les plus démunis, assurer un système de santé qui leur permette véritablement d'accéder à ce que je pense qu'il est le minimum qu'on doit offrir normalement à des citoyens en France. Le deuxième point qui me semble être important, c'est que ça fera l'objet d'un partenariat avec notamment d'autres acteurs de la santé, et on fera également une action spécifique, on complétera ça avec de la prévention, puisque vous l'avez vu pour ceux qui ont pu aller place du marché, place de l'horloge, il y a 2 jours, nous avions un système de prévention à l'AVC. Je peux vous dire qu'il y a eu plus de 100 personnes qui ont fait l'objet d'un diagnostic de diabète. Il y a je ne sais pas combien de centaines de personnes qui ont fait des essais sur l'AVC. Et donc on voit bien que tout ce qui est prévention est aussi extrêmement utile pour prémunir finalement les problèmes de santé qu'il peut y avoir. Et donc nous agissons dans ces 2 domaines, prévention et accès à la médecine. Et bien évidemment, il y a un dernier aspect pour ceux qui s'en inquiétaient, c'est qu'on travaille aussi pour lutter contre la désertification, et ça rentre également dans nos actions. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a un projet d'immeuble, on regarde à ce que le rez-de-chaussée, au moins une partie du rez-de-chaussée, puisse permettre d'avoir un centre de santé, une maison médicale plutôt qu'un centre de santé, et qui puisse permettre ainsi à ce que les Cergysois puissent bénéficier également dans leur ville des soins nécessaires. Donc c'est un programme d'ensemble qu'on met en place, et pour ceux qui un jour ont écrit qu'il n'y avait du contenant sans contenu, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui il y a du contenu et du contenant. Oui. Je voudrais ajouter une chose quand même pour expliquer vraiment ce que c'est qu'un centre de santé. Un centre de santé, ça n'a rien à voir avec une maison pluridisciplinaire, une maison pluridisciplinaire de santé. Les gens qui vont qui vont intervenir, les professionnels de santé qui vont intervenir dans ce centre de santé seront des salariés, d'une part,
Et d'autre part, ce centre de santé aura une amplitude horaire importante, c'est-à-dire 12 heures, de 8 heures à 20 heures. Et il y aura le tiers payant, c'est-à-dire que les gens, ça sera comme quand on va à la pharmacie, c'est-à-dire qu'on n'avancera pas le prix de la consultation. En plus de ça, ça ne sera que des médecins du secteur 1, y compris les spécialistes. Les spécialistes, c'est pour ça que l'hôpital du Pontoise est important pour nous, c'est qu'il faut qu'on ait des spécialistes de l'hôpital de Pontoise qui viennent donner des vacations, et ça sera sans dépassement d'honoraires. Donc voilà, tout ça, c'est effectivement des choses qui sont très, très importantes dans le quartier où ça va être situé. En plus de ça, moi j'ai tout à fait conscience que on ne va pas lutter contre la désertification médicale qui nous attend à Cergy avec ce centre de santé. Non, mais c'est déjà un premier pas. Voilà. Et comme l'a dit Jean-Paul, de toute façon, on essaie aussi d'avoir une politique de santé plus large pour permettre à des médecins libéraux de s'installer dans les autres quartiers de Cergy. Merci, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. Donc, il n'y a plus de points à l'ordre du jour en débat. Donc, je vous propose maintenant, comme habituellement, de passer en revue l'ensemble des exposés des motifs et de passer au vote dans la foulée. Donc, exposé des motifs numéro 1, convention relative au versement d'une dotation à la commune de Cergy pour le mobilier et les équipements du nouveau groupe scolaire de la plaine des Linandes. Donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Alors, on a toutes les libérations sur la Bastide, donc je vais les repasser puisqu'il y en a 4. Donc, inscription de l'opération de la Bastide dans le plan initiative copropriété et rédistribution des aides apportées par la ville. C'est le règlement unanimité. On avait passé Bastide, modification de la libération du 30 juin 2016 portant cession par la ville du volume 22 de la parcelle CZ 146 à la FUL. Donc, unanimité. Bastide, refonte foncière, acquisition par la ville de volume à différents propriétaires. Donc là, également, unanimité. Et dernier point, Bastide. Non, il y en a encore un. Bastide, donc, paiement des charges de copropriété de 2 familles à la copropriété. Donc là encore, unanimité. Et dernier point sur la Bastide, c'est l'exposé numéro 7. C'est modification état descriptif de division de 6 rue de la Bastide. Et là encore, unanimité. On a après exposé numéro 6, enquête publique préalable au déclassement de la centre rurale numéro 5 dans le cadre de l'aménagement de la ZAC des Linandes, qui est pour, qui s'abstient, unanimité. Exposé numéro 8, opération d'aménagement de la rue de l'Enclos, convention maîtrise d'ouvrage désignée ville CACP pour la réalisation de bornes d'apport volontaire enterrées, qui est pour, qui s'abstient, unanimité. Et donc, on a passé celle numéro 9 sur l'acquisition en VFA. Donc, numéro 10, autorisation donnée au maire de signer le marché 42-18 portant sur l'accord cadre relatif aux travaux de construction et de réhabilitation des bâtiments de la ville, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Rapport d'activité de 2007 du CIRTEC, on a juste à prendre acte de ce rapport. Numéro 12, signature de l'accord cadre mono-attributaire 51-18 relative au nettoyage et entretien des groupes scolaires et accueil de loisirs sans hébergement de la ville de Cergy, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Numéro 13, signature du marché relatif à l'organisation des mini-séjours durant les vacances scolaires pour les enfants de 5 à 11 ans de la ville de Cergy, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. 14, subvention coopérative des écoles dans le cadre du projet éducatif de territoire, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Numéro 15, signature marché relatif à la médiation sociale et urbaine. Monsieur le maire ? Oui, pardon. Ouais, on souhaiterait juste intervenir si c'est possible. Merci. Alors, notamment, donc, par rapport au marché des mini-séjours, donc, on a voulu diversifier l'offre et la compléter. Donc des offres vraiment qui permettent à de nombreux Cergissois, des petits, qui n'ont pas forcément l'opportunité de partir en vacances et qui peuvent partir. Donc des petits séjours qui commencent à 2-3 nuits pour des enfants de 5 ans.
et qui vont jusqu'à 4-5 nuits pour des plus grands en bord de mer par exemple. Donc ça c'est important au niveau de notre politique municipale. Et puis par rapport à la délibération 14, concernant les coopératives aux écoles, donc ça reste vraiment dans la ligne de conduite que nous avons avec Abdoulaye au niveau de la direction et avec la direction de l'éducation. Donc c'est un soutien que l'on apporte aux écoles avec des projets. Donc des écoles nous présentent des projets en lien avec le périscolaire et ensuite on voit comment on peut les aider. Donc cette année, on a eu 3 écoles qui ont été retenues. Donc le Bontemps, l'école du Hazet et l'école de la Chanterelle, pour qui donc il y a des projets qui sont intéressants. L'école du Bontemps qui propose un projet sportif et qui est très bien au niveau du quartier, puisque ça va permettre de lutter un petit peu contre une certaine forme on ne va pas parler forcément de violence, mais de difficulté à gérer les enfants, à gérer un petit peu leur stress et leurs émotions, de pouvoir les canaliser par le sport avec des intervenants extérieurs. Au niveau de l'école du Hazet, c'est un projet qui nous tenait réellement à cœur par rapport à l'aide pour permettre à une classe Ulysse, donc des enfants en situation de handicap, de pouvoir aller à Paris en sortie. Puisque l'école du Hazet a un projet avec des nuitées pour des enfants, mais effectivement, les enfants de cette classe Ulysse ne pouvaient pas en bénéficier. Donc la ville est venue en soutien. Et enfin, l'école de la Chanterelle, qui a toujours son projet de fresque et de rénovation de la fresque, avec une nouvelle fresque, justement, pour donner un peu de couleur, mais aussi toute la culture et l'âme artistique aux enfants, puisqu'il y a tout un travail préalable qui est fait entre les enseignants, les périscolaires et une intervention aussi des familles. Alors j'ai Malika et après Abdoulaye. Alors, je voulais juste compléter l'intervention de Keltoum, parce que moi, ça me touche particulièrement l'intervention des acteurs associatifs, maintenant que la réforme des rythmes scolaires finalement est terminée, et que le plan mercredi fonctionne très bien dans le cadre périscolaire. Là, encore une fois, c'est une intervention dans le cadre périscolaire, et à l'instar de ce qu'on fait dans le cadre du plan mercredi, c'est également une co-construction. Et à l'école du Bontemps, Keltoum soulignait des difficultés, mais en fait la difficulté fondamentale de l'école du Bontemps, comme celle du terroir, c'est bien les iris de classement dans les quartiers prioritaires pour que le ministère de l'Éducation nationale puisse abonder. Encore une fois, c'est par notre volonté, notre ambition, que nous dégageons des moyens. Et là, on a été, avec la direction des sports, avec la direction de l'éducation, chercher le club de foot quand même, qui comptabilise 1487 licenciés, dont un très grand nombre de Cergissois, en leur disant, s'il vous plaît, vous savez faire, vous avez une compétence, venez accompagner un projet qui interviendra, je le répète, sur le temps périscolaire, parce que, évidemment, l'éducation nationale nous a expliqué que le temps de l'éducation nationale devait rester le temps de l'éducation nationale. Donc, nous avons fait le choix de proposer cette intervention. Elle va se dérouler jusqu'à la fin de l'année. C'est une phase test. Et vraiment, je salue à la fois l'investissement de la nouvelle directrice de l'école du Bontemps, la nouvelle directrice de l'école élémentaire du Bontemps, qui est toute jeune dans cette carrière. Et ça fait bien plaisir de voir des enseignants de cette trempe dans ce contexte national autour de la réforme liée au premier degré du rapprochement au collège élémentaire. Ça fait des années que l'école du Bontemps, et je regrette évidemment qu'on soit finalement presque entre nous, ça fait des années que l'école du Bontemps, l'école du terroir, ne bénéficie pas de dispositifs prioritaires parce que les règles de découpage des territoires nous imposent et les sortent d'écran à chaque fois. Alors il y a eu les périodes fastes des politiques de la ville et puis il y a eu les périodes moins fastes, et c'est notre cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'école de Bontemps n'est pas raccrochée à un collège prioritaire, et j'en parle évidemment beaucoup moins bien que Abdoulaye Sangaré, mais
il faut qu'on puisse coproduire de l'intervention sur les publics fragiles, il faut qu'on puisse coproduire, accompagner la parentalité, c'est le choix qu'on fait. Donc que ce soit que dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, que ce soit dans le cadre des plans mercredi ou que ce soit maintenant sur le temps du midi, le club de football va intervenir à l'école du Montant, mais il y aura aussi d'autres actions et un partenariat intelligent. Donc vraiment, sincèrement, moi je me félicite de cette situation, mais encore là, une fois, le véritable sujet politique et de fond, c'est que des territoires comme celui de l'école du Montant, bien évidemment, ce ne sont pas des écoles en déshérence, bien évidemment, nous ne sommes pas dans des quartiers complètement paupérisés, mais l'enjeu, c'est effectivement que les moyens soient mis au bon endroit. Abdoulaye. Tout à fait, Malika. Je pense que le focus qui est mis dessus, il est évident, il est nécessaire. Il est évident parce que, effectivement, le découpage iris les met de côté. Certains maintenant appellent ça, paraît-il, des quartiers ou des écoles orphelines. Bon, il y a des nouveaux termes comme ça qui viennent, mais bon, la réalité, elle est là. Hein, la réalité, elle est là, elle est humaine. Elle est humaine, c'est pour cela que depuis que nous avons su que la réforme des rythmes scolaires était amendée pour prendre une autre chose, et lorsqu'on a su aussi la mise en place des CP dédoublés et qui faisait que pour le mettre en place, pour avoir assez d'enseignants pour le faire, ont amputé le dispositif plus de maîtres que de classes qui était utilisé et qu'on avait obtenu de haute lutte avec l'inspection académique pour qu'elle soit maintenue sur les écoles comme le Gros Caillou ou bien le Bontemps. Nous avons encore continué, donc lorsque nous avons été voir la directrice et les enseignants, ils nous ont alerté que c'était encore fragilisé. Nous avons fait encore des efforts avec M. le maire pour que ces dispositifs soient maintenus dans ces quartiers-là qui méritent tout à fait un effort particulier. Ce que tu signales aussi concernant le renouvellement de la direction et des enseignants, parce que c'est une école qui est placée à 80-90%, a été renouvelée au niveau des enseignants, donc c'est assez difficile. Donc c'est très très difficile de mener des projets. Donc c'est pour cela que nous avons été très attentifs pour les accompagner dessus, parce que je pense que c'est notre rôle. Et comme on disait tout à l'heure, on est toujours dans l'accompagnement des populations les plus fragiles, parce que c'est ça aussi une politique que nous menons dans ce conseil municipal-là, et surtout dans cette majorité, c'est de pouvoir les accompagner. Donc tout à l'heure, Michel le maire disait que bon, nous travaillons toujours sur les populations les plus fragiles. Oui, après se loger, se soigner, il faut aussi s'éduquer pour préparer l'avenir. Il y avait encore une autre délibération où on préparait encore l'avenir quand on parlait de la délibération concernant l'achat d'immobilier pour la nouvelle école sur la plaine de Linan. Ça aussi, je dirais, c'est être en responsabilité. Être en responsabilité, il y a le quotidien, il faut qu'on le gère. On le voit tout le temps en proximité avec les populations pour les aider, mais c'est aussi préparer l'avenir, parce que c'est ça l'avenir que nous devons faire pour que les enfants et les adultes qui sont là puissent bénéficier de cette vie. Et au niveau des centres de loisirs et des vacances, nous occupons aussi au niveau du divertissement, de les faire voir autre chose par rapport à leur quotidien de tous les jours. Et je crois que c'est ça aussi, être en responsabilité. Merci. Permettez-moi de dire au moins un mot sur différents points d'actualité. Le premier point, donc, ça a été rappelé par Malika et Abdoulaye, c'est qu'on a un combat conjoint avec les parents d'élèves, les enseignants et le maire, puisque moi j'ai écrit directement au DAZEN pour conserver les avantages que nous avions dans deux des écoles, puisqu'elles ne bénéficiaient pas finalement de la prime, qui est une bonne prime, hein, je pense, de dédoublement des classes de CP. J'ai rencontré récemment les stylos rouges, hein, bien évidemment, et je leur ai apporté mon soutien sur le fait que, il aurait été quand même nécessaire, à partir du moment où on met un périmètre de collège, d'y associer les écoles, et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, le périmètre d'un collège n'est pas associé aux écoles, mais associé à des rues qui ne sont pas forcément liées à l'école. Et c'est des choses très concrètes, ce qui veut dire que deux enfants qui sont d'un côté d'une rue ou de l'autre ne peuvent être à la fin dans deux collèges différents. Voilà. Donc je pense que c'est des choses qui sont complètement aberrantes, sur lesquelles il faut qu'on puisse agir. Et bien sûr, j'ai soutenu les directeurs d'école que j'ai rencontrés sur le fait que, il était pour moi hors de question à Cergy qu'il y ait un regroupement des directeurs de collège avec les directeurs des écoles, qu'au contraire, à Cergy et ailleurs bien évidemment, mais que globalement il fallait surtout
conserver le statut de directeur, l'améliorer, et ça me semblait nécessaire de pouvoir le garder. Voilà, proposition extrêmement ferme qu'on a partagée, nous, dans la tribune du journal Ma Ville, hein, puisque nous considérons aujourd'hui que le directeur est le lien d'un côté entre les parents et de l'autre côté avec la municipalité. Et qu'il est, pour nous, il est hors de question que, globalement, ce statut-là disparaisse dans les écoles de Cergy. Je pense qu'on a été très clair. J'ai vu que Blanquer était en train d'amender progressivement son projet. Et je pense que si on est un certain nombre de maires à avoir lancé une pétition sur le sujet et l'avoir signée, je pense que ça aussi c'est important, puisque c'est l'actualité. Et nous soutenons bien sûr les parents aujourd'hui qui font ce qu'ils font dans un certain nombre d'écoles, puisque je considère aujourd'hui que la réforme ne va pas dans le sens que l'on souhaiterait, et que autant je considère qu'il y avait des bonnes réformes au démarrage, et que ces réformes sont en train malheureusement de disparaître, et que ce que je regrette le plus, c'est le manque de concertation qui, de nouveau, est en train de disparaître entre, d'un côté, un ministère et les élus, et ce manque de concertation amène obligatoirement, à un moment donné, à des erreurs, et je pense que là, globalement, on est bien dans cette phase-là. Donc, excusez-moi de cet aparté, mais je pense que c'était important de rappeler ici la position que nous avons tenue, à la fois vis-à-vis de l'éducation nationale et vis-à-vis des parents et vis-à-vis des enseignants. Je pense que c'est une position qui respecte principalement les enfants, puisque ce qui est en jeu pour nous, c'est que, et comme l'a dit Abdoulaye, c'est l'éducation qui est, pour moi, un axe important, et que l'ascenseur républicain est en train de disparaître progressivement, et cet ascenseur républicain est pour nous essentiel dans une ville comme Cergy. Alors, je reprends l'exposé des motifs numéro 15. Signature du marché relatif à la médiation sociale et urbaine, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Numéro 16, attribution de subventions aux associations de prévention, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. 17, attribution de subventions pour les associations de la réussite éducative, AFEV, École et Vie locale, École et Famille, explicité, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Numéro 18, attribution des associations dans le cadre du dispositif citoyen dans la ville pour l'engagement de la réussite, donc c'est DLV, c'est Nadir qui l'apporte, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Attribution de subventions 2019 aux associations de jeunesse, plus une délibération modificative pour l'association Let's Play du conseil municipal de Cergy suite à une erreur sur le nom de l'association, donc qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Attribution de subventions aux associations porteuses d'actions en direction des jeunes durant les vacances d'été dans le cadre du dispositif Ville, Vie, Vacances, VVV, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Organisation fonctionnement de l'instance de participation citoyenne des 16-25 ans, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Attribution de subvention à l'association Minor Prod, qui est en compte, qui s'abstient, unanimité. Tarif d'inscription du centre de formation de danse junior, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Sortie du patrimoine de la ville et grille tarifaire pour la vente d'instruments de musique tap, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Tarif d'inscription des stages enfants du centre musical municipal et création d'une nouvelle formule de cours, le parcours adulte, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Avenant à la convention de partenariat ON2H, donc c'est l'exposé numéro 26, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. 27, attribution de subventions 2019 aux associations sportives, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. 28, subvention à 3 associations locales dans le cadre de la manifestation Charivari au village, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Subvention 2019 à 2 associations de proximité, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Subvention dans le cadre de soutien aux activités en direction des familles, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Subvention dans le cadre du Fonds aux initiatives locales, le FIL, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Donc 32, subvention aux associations de santé, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. 33, attribution de subventions aux associations Mosaïque RH, groupe SOS Jeunesse, Alice. Moi, je peux vous dire qu'avec Elina, on se réjouit notamment de la subvention à Mosaïque RH. On s'est battu pour que ça rentre dans les cordes, je dirais, financières de la ville. C'est tout simplement permettre à des jeunes
qui sont diplômés dans des quartiers politiques de la ville de pouvoir être accompagnés, parce qu'il y a une vraie discrimination à l'emploi en fonction de l'adresse et finalement de la personne telle qu'elle est, et se battre là-dessus, je pense qu'aussi c'est un signe de volonté de cette politique municipale sur l'emploi. 34, accord cadre relatif à la fourniture de vaisselle, ustensiles et petits matériels de cuisine, qui est contre... Ah, Elina voulait dire quelque chose. 33. Pardon. Oui, je vais voter évidemment la délibération, mais je voulais attirer l'attention du conseil municipal et plus largement du département de marché public sur la nécessité de réfléchir aux achats responsables et qui ne sont plus des achats pour lesquels c'est l'offre la plus avantageuse qui prime. J'estime que les collectivités locales doivent montrer l'exemple. Merci Elina de cette intervention parce que je la partage. Voilà. Aujourd'hui, on a des gobelets plastiques autour de la table. En fait, c'est au législateur. Donc, il serait peut-être bien d'interpeller nos députés, hein, de la 2e et de la 10e circonscription, parce que quand le code des marchés vient d'être revu très récemment, eh bien, évidemment, ces éléments-là ne sont pas pris en compte, alors qu'on le fait en matière d'habitat. Achat responsable n'est pas obligatoirement achat écologique. Ok, bien évidemment, c'est un point important sur lequel il faut... Ah, Marc Denis. Non, mais rapidement, pour répondre à Malika, pour ça, tu n'as pas besoin de passer par le député. Non, mais c'est parce que c'est un exemple. Non, mais je pense que... Non, mais... Et on pourrait... Alors, moi, je veux vous dire, je suis très clair sur le sujet. Il faut que progressivement, on avance cette ville dans la politique zéro plastique. Et donc ça fait partie des choses qu'il faut qu'on mette en avant. Et c'est vrai que ces verres en plastique, il faudra qu'on les remplace à un moment donné. Je pense que c'est important dans la politique qu'on doit mener. Je pense que ça fait partie des axes de politique quotidienne qu'on doit mener. Et donc ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir dans les prochains appels d'offres et surtout dans nos types d'attitudes et de consommation. Abdoulaye Sangaré. Oui, monsieur le maire. Je pense que cette attitude-là, on a su l'instituer et le partager avec les services, parce que je crois que sur la délibération 34, concernant l'accord cadre relatif à la fourniture de vaisselle, ustensiles et petits matériels de cuisine, que nous vous demandons de signer en cette séance, et j'ai eu l'honneur donc de présider la commission d'appel d'offres là-dessus. Sur cet appel d'offres-là, vous n'aurez plus de plastique. Le plastique sera remplacé par des matériaux qui sont plus nobles. Et ça, je l'ai encore dit en commission d'appel d'offres, on doit avoir une cohérence de bout en bout depuis l'appel d'offres, parce que c'est au niveau de l'appel d'offres qu'on insuffle la volonté que l'on veut amener sur des principes de responsabilité sociale et environnementale pour pouvoir les appliquer sur le terrain. Ce n'est pas une fois que le terrain reçoit sa commande qu'on dit non, il ne faut pas le faire. Donc, c'est pour cela que j'ai demandé que sur tous les marchés qui arrivent, qu'on ait cette lisibilité et que cette cohérence soit menée de bout en bout. Merci de cette précision. Donc, je pense que je reprends ce vote 34, donc qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Je vous remercie. 35, prise en charge d'une contravention de stationnement. Moi aussi, tiens. C'est quoi ? Prise en charge. Alors je demande, parce que ceux qui penseraient que je vais sauter une contravention, ce que j'ai jamais fait de ma vie, d'accord, je paye toutes mes contraventions, c'est qu'on n'a pas pu identifier celui qui a eu la contravention. On a contesté la contravention. Voilà. Voilà, donc on a contesté, et voilà, c'est pour ça que je voudrais bien préciser, parce que là... Donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Et donc, 36, modification des ratios d'avancement et de grade, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Et 37, mise à jour du tableau des emplois, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Composition de la commission VSSP, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Composition de la commission RI, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Composition de la commission DUGU, donc qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Y a-t-il des questions sur les décisions du maire? Il n'y en a pas. Donc je vais clôturer ce conseil municipal.
Je regrette bien évidemment l'absence des autres conseillers municipaux qui ont quitté la salle. Je pense que le débat démocratique, et vous l'avez vu, est toujours ici en permanence, et que la politique de la chaise vide est toujours une mauvaise politique. Je vous remercie et je vous souhaite bonne soirée.